vient au cœur de mon exposé, c'est-à-dire le problème aujourd'hui réside entièrement autour du médicament, me semble-t-il, autour de cette question autour de la question de l'unicité. Parce que l'idée même de la prescription, l'idée même du traitement médicamenteux joue sur l'idée d'une universalisation du sujet propre à la science moderne. Universalisation du sujet qui pourrait dire qu'on pourrait prescrire des médicaments en fonction d'un savoir préétabli qui ferait que dans telle situation, on pourrait avoir tel effet produit par tel traitement. Et que, au fond, aujourd'hui, c'est tout l'enjeu du débat très contemporain autour de la médecine personnalisée qui s'aperçoit, comme l'a dit Renato en introduction, que, au fond, cette idée d'une universalisation auquel on pourrait se référer et sur laquelle est fondée toute la logique jusqu'à maintenant de la prescription qui est en train de changer. Mais on n'est pas encore vraiment en train de faire des analyses génétiques à chaque patient lorsqu'on prescrit un somnifère, un anxiolytique, mais enfin bouleverse énormément la question depuis le champ du médicament. C'est-à-dire surgit dans le champ du médicament l'unicité. Vous avez peut-être suivi les débats hip-hop. Donc on est dans l'ère hip-hop. HIPOP, Integrative Personal Omic Profile. HIPOP, vous pouvez retrouver le numéro fondamental qui, à mon avis, restera pour l'histoire de la médecine à un moment clé. C'est le fameux numéro de Cell, numéro 148 en 2012, et en particulier l'extraordinaire article de Michael Snyder, dernier auteur de toute une série d'auteurs, qui porte sur Integrative Personal Omics Profile, HIPOP, I minuscule, P-O-P majuscule. Je trouve joli d'avoir mis ça sous cette forme-là. Donc, Michael Snyder analyse son propre génome. Mais il analyse son propre génome en combinant génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique et des profils d'auto-anticorps. Donc il se fait vraiment un profil total. Et il entreprend ça sous forme d'un monitoring. Un monitoring qu'il va répéter 20 fois pendant 14 mois. Dans ces 20 fois en 14 mois, ce chercheur découvre, parce que c'est ça aujourd'hui avec le séquençage du génome humain, c'est que d'abord il y avait Craig Venter qui avait fait ça en Californie, ensuite il y a eu un Chinois, ensuite un autre, ça coûtait des millions des sommes énormes. Maintenant c'est pour $1000 vous faites ça, et les premiers qui se lancent à le faire, c'est les généticiens qui passent des moments à regarder ensemble leur propre génome et de dire voilà, écoute, là il y a un facteur de risque. Lui, il a fait ça, donc déjà en 2012, c'est-à-dire un pionnier, et il a vu les risques médicaux pour diabète type 2 qu'il a vu apparaître. Donc il a anticipé son propre, par un suivi longitudinal de l'HIPOP, son propre analyse de risque de l'entrée dans une maladie. Ça lui a effectivement beaucoup troublé, parce que c'était une certaine complexité, c'est-à-dire il a du coup informé sa compagnie d'assurance, et le résultat, c'est qu'il a eu ses cotisations augmentées. Il écrit « prohibitively expensive ». C'est-à-dire que c'était très cher de faire son truc, mais en plus ça lui a coûté très cher de dire « Ah oui, pas de problème, votre cotisation augmente ». Mais en même temps, c'est une découverte qui lui a permis en fait de prendre des mesures tout de suite, dès le début, même avant la maladie. Donc, et ce qui est intéressant dans son analyse, c'est que non seulement il y a une unicité de son génome, mais en plus, il y a un changement permanent de ce génome.
C'est-à-dire qu'il en suit des changements en temps réel, avec l'activation de voies moléculaires impliquées, par exemple, dans une infection virale, enfin, avec des conséquences de ça. Donc, il voit la transformation communique, all change. Il a fait plusieurs séquençages et au fond, il dit tout change parce que votre génome change en permanence. C'est impressionnant cette notion, et je crois qu'elle est maintenant présente dans la recherche fondamentale. Elle va bouleverser le domaine de la pharmacologie et du traitement médicamenteux. Ça va devenir une évidence, cette unicité. Elle va bouleverser aussi la façon dont on voit le déterminisme. Je suis moi-même impliqué par le comité consultatif national d'éthique en France, en particulier dans le groupe de travail sur les procréations médicalement assistées. Vous savez qu'en Suisse, on a levé l'anonymat du donneur de sperme depuis longtemps. En France, c'est toujours un sujet, l'anonymat du donneur de sperme. Le jour où peut-être le législateur en France aura levé l'anonymat du donneur de sperme, on s'apercevra, en fonction de toutes ces données, que vraiment, s'il y a une chose qui n'a aucune importance dans l'affaire, c'est le génome du spermatozoïde. En ce moment, on vit sur des représentations qui sont peut-être totalement en train de bouger dans la médecine. On vit une révolution scientifique importante et que ce changement permanent du génome est important. Et il y a un article aussi très intéressant de Lupski qui a pu identifier le pauvre en temps réel, la mutation qui a introduit sa neuropathie de Charcot-Marie-Tooth. C'est-à-dire que le pauvre, il s'est découvert ça. Ça veut dire que si vous voulez vous faire peur, plutôt que de regarder des films à suspense, vous faites votre génome en permanence, vous le séquencez, vous le regardez, ça y est, tel facteur de risque apparaît, etc. Alors, donc, les évaluations médicales standards et les traitements médicamenteux pour tous ne sont absolument plus up-to-date. Je crois que c'est ça qu'il faut bien réaliser. Et donc, comme le dit Snyder, l'évaluation standard, lui, il utilise, elle est même ridicule. C'est vraiment, une fois qu'on est comme ça, c'est ridicule. Donc après, vous prenez une boîte, vous regardez la posologie, enfin, bon. Et il a créé une entreprise, parce que comme ses cotisations ont augmenté, alors il a créé une entreprise en Californie, Personalis, une compagnie à Palo Alto qui interprète les génomes individuels. Voilà, donc une reconfiguration quand même du vivant. Je pense que là je vous donne une information que peut-être certains ont. Je vais me recentrer, c'est-à-dire dire le médicament pose la question de la frontière entre le langage et le vivant. Donc, penser le médicament, c'est penser comment le vivant impacte sur le sujet, comment le sujet impacte sur le vivant. Et maintenant, si on reste dans le vivant, il faut peut-être réviser notre vision du vivant. Et effectivement, aujourd'hui, quelqu'un comme Eric Topol, T-O-P-O-L, au fond, met en jeu ce qu'il appelle une nouvelle philosophie de la médecine, qui est la médecine disruptive. The Creative Destruction of Medicine. C'est-à-dire qu'au fond, comment va se constituer ce nouveau savoir qui doit être basé sur une destruction créative permanente de tout ce qui était su jusqu'à maintenant. Et que cette disruptive medicine est pour un champ nouveau, et une médecine qui doit se refaire autour de la question centrale à laquelle elle doit faire face et qu'elle avait évacuée, puisque son épistémologie médicale avait mis ça de côté, c'est-à-dire l'unicité et l'imprédictibilité, comme étant les deux éléments fondamentaux du vivant. Le vivant n'est pas le roc du vivant que nous on voit dans la clinique avec le handicap, le gel, le X fragile et tout, mais au contraire, le vivant est pris dans un moment d'unicité et d'imprédictibilité. Il cite d'ailleurs Snyder, Niels Bohr, la prédiction est difficile, comme disait Niels Bohr, spécialement pour le futur. Et il y a également tous les travaux que font le professeur Jacques Beckman, ici, professeur de génétique à Lausanne, maintenant juste à la retraite, mais qui travaille dans ce champ depuis
plus intensément depuis qu'il est plus libre, qui était avant à Weizmann Institute en Israël, et puis ensuite à Paris, et puis après à Lausanne, et que lui étudie les discordances dans le déterminisme en fonction du microbiome. C'est-à-dire que tout le monde a une idée de la personne centrée sur le génome, et bien sûr, comme vous avez vu, il y a le transcriptome, le métabolicome, etc. Plein de homes divers qui a fait dire à Richard Gibbs de Houston, avec humour, il a fait un article dans Nature, excellent, qu'il appelle Narcissisome. Il y a le narcissisome. Tellement aujourd'hui, cette unicité est au centre de tout le programme. Donc, effectivement, le microbiome, c'est les caractéristiques génétiques de bactéries qui nous habitent et qui sont dans un nombre absolument énorme et qui semblent avoir un rôle déterminant un rôle dans le déterminisme bien plus grand qu'on ne le croit. Donc on aurait une détermination en exclusion externe à notre intériorité. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Bref, buter de l'unicité, buter du changement, une question philosophique tout à fait classique, comme disait Montaigne, être différent de soi à chaque instant. Je trouve que la lecture du rêve de d'Alembert de Diderot trouve à partir de là une actualité stupéfiante. D'ailleurs, Jacques-Alain Miller l'avait mis au centre d'un article Biologie lacanienne et événements de corps, où il avait fait référence au rêve de d'Alembert, et où, au fond, toutes ces questions s'y posent. N'est-ce pas? Comment c'est la question que posée depuis le rêve de d'Alembert, c'est comment s'est faite l'unité. Comment un agrégat de parties donne un tout. Vous vous souvenez de cette histoire de l'essaim d'abeilles, et qui en fait donne un tout à partir de parties, un tout sur la base de parties. L'homme, je cite, est une infinité d'animalcules dont il est impossible de prévoir les métamorphoses et l'organisation future dernière. Moi, en préparant cet exposé, j'ai repris le rêve de d'Alembert, je n'en revenais pas de lire ça, parce que c'est exactement la même question que Diderot posait à ce moment-là, avec la question d'une infinité de particules, une imprédictibilité, la problématique de savoir qu'est-ce que c'est que l'identité dans cet immense océan de matière, pas une molécule qui ressemble à elle-même à chaque instant. C'est Diderot, pas une molécule qui ressemble à elle-même à chaque instant, avec tout son sophisme d'éphémère. Bref, la psychanalyse doit être à la hauteur du temps dans lequel elle est, comme disait déjà Lacan dans Fonction et champ de la parole et du langage et en psychanalyse, qui renonce plutôt celui qui peut rejoindre la subjectivité de son époque. Alors, c'est dans Fonction et champ de la parole et du langage, je peux te donner la page, mais j'ai oublié de la mettre ici. J'oublie toujours de mettre les pages, après je ne me souviens plus où j'ai pris la citation, après j'ai perdu le livre avec toutes les idées soulignées. Bon, bref, même les livres changent en permanence. Et le contenu. Ça veut dire que nos programmes du débat posé par psychopharmacologie et psychanalyse, on doit mettre en jeu ces questions. Peut-être se faire informer aussi depuis ces avancées de la génétique, ces avancées du déterminisme, cette mise en question du déterminisme. C'est étonnant comment on procède d'idées, comment dire, toutes faites, qui ne correspondent plus à ce qui est en train de se passer. Donc, mon position, je termine avec ça, c'est que la psychanalyse est convoquée par ces avancées, mais que la psychanalyse est évidemment d'abord une praxis de la singularité, et que la singularité n'est pas l'unicité. La singularité vous voyez, c'était une grande question, parce que là on voit unicité, buter l'unique, buter du changement. Nous, on est dans la singularité. Je pense qu'il faut faire un léger glissement entre la singularité et l'unicité.
C'est-à-dire la singularité met en jeu le sujet comme réponse. C'est autre chose, la réponse du sujet, que l'unicité de son vivant. Et je pense que la psychanalyse est prête pour aborder l'unicité du vivant et le changement permanent du vivant, puisqu'elle est une pratique de la réponse toujours imprévisible et unique de chaque sujet. Réponse qui vient effectivement du sujet, du signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant, et qui vient à la fois de la chaîne signifiante, on prend vraiment le séminaire 6 de Lacan, les schémas qui y sont, de la chaîne de la dialectique, pour être extrêmement simple, entre la chaîne signifiante et l'intention vitale. On est vraiment là. Le sujet, analyse médicale, le vivant et la psychanalyse, la psychopharmacologie, c'est comment le langage croise, est en dialectique avec l'intention vitale. Les deux sont énigmatiques. De mettre l'énigme du côté du sujet, même dans l'autisme, c'est très important. Il faut mettre aussi l'énigme du côté du vivant. En tout cas, nous, on est du côté du sujet comme réponse, du sujet divisé, du côté de la division, d'une série de divisions entre savoir et vérité, entre conscient et inconscient, on pourrait mettre aussi entre vivant et langage. Du côté de la béance, entre la cause et l'effet, c'est-à-dire entre la cause et l'effet, il y a un trou, quelque chose qui vient osciller dans l'intervalle du côté du sujet. Il n'y a de cause que ce qui cloche, dit Lacan dans le séminaire 11, il n'y a de cause que ce qui cloche, et là on a vraiment quelque chose qui cloche jusque dans le vivant. C'est tout à fait étonnant. Donc que serait une psychopharmacologie qui intégrerait le fait que ça cloche entre la cause et l'effet? Voilà ce qui est au programme de ce que nous propose René. Dans cette béance, il se passe quelque chose. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui serait à penser très intéressant entre psychopharmacologie et psychanalyse. C'est-à-dire, dans cette béance, il se passe quelque chose qui se situe au-delà du biologique. Donc, que serait une psychopharmacologie qui intégrerait l'effet d'un au-delà du biologique? Une psychopharmacologie qui intègre l'effet sujet. Si on veut aller trop loin, je n'ai pas mis dans mon texte, donc ça je retire, vous effacez l'enregistrement, mais on pourrait même se dire, tiens, est-ce que cette biologie tellement déboussolée n'est pas déboussolée parce qu'elle ne met pas en jeu ce qui est au-delà du biologique? Que peut-être cette révolution scientifique où le paradigme ne fonctionne plus, où ça tourne tout seul, trouverait une nouvelle cohérence si on pouvait mettre en jeu aussi l'au-delà du biologique qu'elle intègre. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de psychopharmacologie, mais de psychanalyse. Donc il y a quelque chose qui se situe au-delà du biologique. Il y a une détermination biologique de l'au-delà du biologique, c'est ce qu'on a mis en jeu avec Pierre Magistretti dans nos travaux, déterminé pour ne pas l'être, programmé pour ne pas être programmé. Et dans cette béance surgit un réel, au sens lacanien. Un réel, et au fond, la question sur laquelle débouche l'interrogation sur l'analyse médicale et la place de la psychopharmacologie par rapport à la psychanalyse, c'est l'usage du réel entre la psychanalyse et la médecine, entre psychanalyse et psychopharmacologie, y compris avec le médicament. Je pense que pour moi, de plus en plus, en travaillant entre génétique et psychanalyse, neurosciences et psychanalyse, j'ai l'impression que cette opposition de dire le réel de la psychanalyse, c'est pas le même que le réel de la science. Bon, c'est juste d'un côté, dans un certain projet de la science, de couvrir entièrement le réel par des formules, par du symbolique, par du savoir. Mais dans la mesure où cette science déboussolée, où elle-même procède de l'échec de sa pratique symbolique, qu'est la science, on pourrait se dire qu'il y a peut-être plus de recouvrement qu'on imagine entre le réel de la science et le réel de la psychanalyse. Par contre, il y a un usage différent entre la psychanalyse et la médecine du réel en jeu. Un usage différent
Alors, quel usage du réel, c'est la question finale pour la discussion, quel usage du réel, on pourrait dire, pour mettre ça comme une question programmatique pour la discussion, quel usage du réel et quel usage du sujet, enfin quelle réponse du sujet, le médicament rend possible. Parce qu'au fond, le médicament peut être vu aussi comme un instrument de liberté, enfin quelque chose qui permet aussi d'avoir une pratique différente. Mais le problème, c'est quel usage du réel. L'usage du réel du psychopharmacologue ou du médecin n'est pas le même que l'usage du réel du psychanalyste ou de l'usage du sujet. Et que, au fond, ce qui est caractéristique du réel mis en jeu dans ce type de... que ce soit du côté de la science ou du côté de la psychanalyse, c'est que c'est un réel qui échappe au déterminisme, hein, le réel qui, au fond, est défini comme Lacan, comme n'étant pas déterminé. C'est la 11, page 25. Le réel, c'est ce qui n'est pas déterminé. Donc au cœur de toute cette affaire, il y a quelque chose qui n'est pas déterminé. Le stigmate du réel, ça est dit dans le séminaire 23, je crois, c'est le stigmate du réel, c'est de se relier à rien. Donc que ça soit du côté du vivant ou que ça soit du côté du sujet, on tombe sur une béance, une césure de quelque chose qui ne répond pas au déterminisme qu'il a prévu. Et sur quoi, comme psychanalyste, on mise. Miser sur le réel comme n'étant pas déterminé. Ce qu'on retrouve aussi dans la confrontation psychopharmacologie-psychanalyse. Voilà.